C'est étrange de penser que je me souviens encore de l'odeur. C'était en 1978, peu de temps après mon 15e anniversaire. Je m'étais glissé dans la chambre de mon frère. Là, sur un mur d'étagère, il y avait les 24 volumes de l'Encyclopédie Britannica. Je pris un volume avec précaution et j'en tournai les pages, jusqu'à l'article sur la maladie de Hodgkin. Lire la demi-douzaine de paragraphes me prit une éternité, mais je ne compris que trop bien la dernière ligne. 75% des gens qui ont ce cancer meurent dans les 5 ans. En fin de compte, je ne suis pas mort de cette maladie. J'ai perdu ma rate en chirurgie, mes cheveux en chimiothérapie et en radiothérapie. Mais j'ai eu de la chance. Clifton Leaf est un survivant. Il n'oubliera jamais son face-à-face avec le cancer. Aujourd'hui journaliste dans un grand magazine américain, c'est peut-être du souvenir des souffrances vécues et des angoisses passées qu'il tire la légitimité pour poser les questions qui dérangent, pour bousculer les idées reçues. Car si Clifton Leaf a gagné sa guerre contre la maladie, combien sont-ils à lutter dans l'incertitude? Combien sont-ils à devoir abandonner le combat? Chaque jour, 1500 Américains meurent du cancer. Comme un chercheur me l'a fait remarquer, c'est l'équivalent d'une tour du World Trade Center s'effondrant chaque jour en une boule de feu. Vous imaginez un 11 septembre tous les 2 jours, tous mourant du cancer. C'est une tragédie incroyable, et personne n'y pense jamais dans ces proportions. Le cancer est devenu le fardeau de nos sociétés industrialisées. Nous avons voulu savoir pourquoi. Lorsque nous l'avons rencontré, Clifton Leaf venait de parcourir les États-Unis pendant plusieurs mois pour enquêter sur les progrès de la lutte contre le cancer. Et comme nous, influencé au début par l'optimisme des déclarations officielles, Clifton Leaf ne s'attendait surtout pas aux résultats qu'il allait mettre au jour. Quand j'ai débuté cette enquête, je pensais que nous entrions dans une ère de découverte capitale avec les nouveaux médicaments ciblés. C'était vraiment ce que je voulais observer. Je pensais que c'était une bonne histoire pour Fortune, une belle histoire scientifique. C'était très excitant de penser qu'on était en train de tourner une page de cette guerre contre le cancer. Ce n'est qu'après avoir regardé les chiffres, après avoir parlé à des tas de gens, que j'ai commencé à douter. Et j'ai découvert qu'on ne s'y prenait pas si bien que ça dans cette guerre. Et cela a tout changé. On pourra trouver la une du journal choquante. Pourtant, s'il s'agit bien d'une guerre, la réalité du champ de bataille exige qu'on s'interroge sur la manière dont elle a été menée. Comprendre comment les rivalités commerciales conduisent les directions de la recherche, comment le poids des lobbies résiste à la cruauté des chiffres. Comprendre, c'est revenir plus de 30 ans en arrière, à un moment décisif de l'histoire, au moment où l'ambition politique rencontre l'aventure scientifique. « 1969. Le programme Apollo touche au but. Un homme marche sur la Lune. Un grand pas pour l'humanité, certes, un péché d'orgueil également. En coulisses de l'exploit, une croyance se dessine. Rien ne résiste à l'intelligence humaine. Il suffit de rassembler les énergies et de débloquer les crédits. 2 ans plus tard, Nixon va lancer une guerre qu'il croit courte et brillante, à l'image du programme Apollo. La guerre contre le cancer. I will also ask for an appropriation of an extra $100 million to launch an intensive campaign to find a cure for cancer, and I will ask later for whatever additional funds can effectively be used. The time has come in America,
when the same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. À cette époque, les États-Unis se sont enlisés au Vietnam. Nixon a besoin d'une victoire. Nous étions en pleine guerre du Vietnam. On racontait qu'on pouvait mener le combat en même temps à l'extérieur et à l'intérieur du pays. C'était une politique qui s'appelait des fusils et du beurre. Je pense que la guerre contre le cancer en était un exemple. D'ailleurs, la terminologie utilisée était une terminologie guerrière. On disait qu'on pouvait résoudre un problème de santé majeur tout en poursuivant la guerre. Le vocabulaire guerrier va marquer les esprits. Désormais, le cancer devient l'ennemi. Les traitements sont des armes qui constituent un arsenal thérapeutique. Des stratégies sont conduites par des médecins regroupés en état-major. Mais qui dit guerre, dit propagande. With the hope that the same kind of concentrated effort that took man to the moon will one day conquer this disease, cancer. Nixon avait promis la découverte du traitement en 5 ans. Les films, les informations participent à cet optimisme très politique. Aucune des personnes chargées du projet de loi ne pensait sincèrement que le cancer serait vaincu en 5 ans. C'était le genre d'information stupide qui était mise en avant par les agences de communication ou les politiciens afin de persuader les gens que les choses étaient simples. Le cancer n'est pas simple. La guerre est déclarée, l'ennemi désigné. Mais cet ennemi, on ne le connaît pas. Le cancer, à cette époque, c'est une boîte noire. On savait que le cancer était des cellules qui devenaient folles, qui devenaient anarchistes, comme on dit, comme on disait alors, qui n'obéissaient plus aux lois des tissus, qui devenaient autonomes, indépendantes, qui s'infiltraient chez les autres, un petit peu comme des bandits qui allaient visiter les maisons voisines. Donc il y avait cette notion déjà très claire que c'était une maladie d'une cellule qui était devenue un petit peu folle. Mais on ne savait pas pourquoi, et on ne savait pas comment on pouvait changer les choses. La science avance par tâtonnement, erreurs, fausses routes. Elle n'obéit pas aux règles de l'agenda politique. Les cellules folles résistent aux drogues patiemment mises au point par les biologistes. 5 ans après le lancement de la guerre, le cancer n'a toujours pas le traitement promis. On était vraiment à la recherche de l'aiguille dans la meule de foin, comment trouver un fil conducteur qui allait permettre de comprendre ce qui se passait. Et c'est là où le miracle est venu, pas d'une direction où on l'attendait, mais d'une autre direction, de l'étude des virus. Et c'est vraiment l'étude des virus qui a brusquement éclairci tout le problème. Le plan Nixon avait débloqué des millions de dollars pour étudier le lien entre les virus et le cancer. L'hypothèse voulait qu'un virus s'introduise dans la cellule et induise le désordre génétique qui allait rendre cette cellule cancéreuse. Des dizaines de laboratoires dans le monde se lancent dans la course. Identifier ces virus. La solution, inattendue, est venue d'un jeune chercheur français qui travaillait dans un laboratoire américain à Berkeley. C'était si je me souviens bien, au cours d'un week-end, dans la nuit, et j'étais tout seul dans le labo, et puis le lundi matin, ça y est, j'avais déjà tous les tracés, toutes les quantifications, etc. Et c'est tombé comme une bombe.
Et on se disait, ben voilà, tout ce que tout le monde cherche, et ben ça y est, je l'ai dans mon tube et j'ai un réactif qui arrive à le détecter. C'était assez extraordinaire. Avec Stellin se dessine enfin le cadre théorique de la guerre. L'ennemi est identifié, et cet ennemi se cache dans le noyau de la cellule humaine. C'est un gène. Cette découverte qui vaudra aux deux patrons du labo le prix Nobel 13 ans plus tard, un prix dont Stellin sera l'oublié, cette découverte change complètement la vision du cancer. Grâce à la découverte de Dominique Stellin, on a réalisé que le véritable ennemi vient de nos propres gènes, de l'intérieur même de notre corps. Il ne vient pas de l'extérieur. L'identification de ce gène de cancer, appelé oncogène, n'est en fait que la première pièce d'un puzzle immense dont on n'aperçoit pas encore les contours. Désormais, la construction de ce puzzle génétique devient l'obsession des états-majors, jusqu'à confisquer la majeure partie des crédits de recherche. Mais ces stratégies à long terme ne concernent pas les malades, dont le quotidien s'améliore peu. La science, ça prend du temps. On se dit, bon, ben, ça a fait un progrès, mais pas un progrès suffisant. Il faut voir comment on peut améliorer. Et puis, on a compris cette chose énorme, qu'on pouvait éviter l'apparition des cancers. Dans cette guerre, un deuxième front se constitue alors, qui s'appuie sur une arme d'un autre genre, la prévention. Empêcher la survenue de certains cancers, on savait le faire depuis plus de 20 ans. Dans une étude publiée en 1954, un épidémiologiste anglais, Richard Doll, avait suivi 40 000 médecins pendant 3 ans et démontrait clairement le lien entre cancer du poumon et cigarette. Longtemps, cette étude est restée lettre morte. Le lobby du tabac se défend, jouant sur la mode de la cigarette qui véhicule une image d'indépendance et d'assurance. Il faudra les difficultés de la recherche dans le traitement pour placer la prévention contre le tabac au premier plan. Celle-ci apparaît comme une solution pour faire baisser des courbes de mortalité désastreuses. C'est aux États-Unis et en Angleterre que les campagnes vont être les plus fortes. You lose. Le monde de la cancérologie a trouvé son cheval de bataille. Une loi restreignant l'usage de la cigarette est votée. Ce sera la loi Veil. Les cancérologues deviennent des vedettes médiatiques. On dit qu'il faut apprendre aux gens à fumer. Il faut qu'ils fument avec filtre, il faut qu'ils laissent de longs mégots, il faut qu'ils ne gardent pas la cigarette à la bouche, il faut qu'ils éteignent la cigarette. D'accord. Mais tout ça, c'est des petits palliatifs, c'est rien du tout par rapport au fait essentiel qu'est cette quantité de substances toxiques qu'une seule cigarette accumule dans le poumon. Une seule cigarette fait... Maurice Toubiana, radiothérapeute réputé, va incarner pendant plus de 20 ans le rôle de l'expert à la télévision. Voix officielle du monde médical, il écartera certains facteurs de pollution pour concentrer l'effort de prévention du cancer sur la lutte contre la cigarette. Et plus tard sur le dépistage précoce. Vous avez le droit, en fumant, de sacrifier 5 ou 10 ans de votre vie, mais est-ce que vous avez le droit de supprimer 5 ou 10 ans de la vie de vos enfants? D'abord, on a été traîné dans la boue, comme ayatollah intolérant, et des médecins quelquefois connus, pas toujours de façon désintéressée, sont allés dire « mais le tabac n'est pas dangereux, on exagère beaucoup ». Ça n'est pas du tout un vrai problème. Tout peut être considéré comme nocif. La compote de pomme est nocive si vous en mangez trop. Je ne pense pas que la compote de pomme ait tué beaucoup de gens. C'est parce qu'ils n'en mangent pas tant que ça. Les gens fument beaucoup de cigarettes. Je vais vous le dire autrement. Les gens qui mangent de la compote de pomme meurent. Les gens qui mangent du sucre meurent. Les gens qui fument meurent.
Le fait que les gens qui fument meurent prouve-t-il que le tabac en est la cause? Le témoignage édifiant de ce médecin est tiré de ce documentaire qui sera interdit sous la pression de Philip Morris après sa diffusion à la télévision anglaise. Le documentaire, tout en parodiant la publicité de Marlboro, trace le portrait terrible de cow-boy atteint d'un cancer du poumon. La défense de Philip Morris y apparaît sans artifice. Des médecins aux ordres, des mensonges et du cynisme. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on disait que le tabac provoquait la tuberculose. Et ce qui est tragique, c'est que les scientifiques ont cessé de chercher la véritable cause de cette maladie. Savez-vous qu'aux États-Unis, dans les années 20, 7 États ont interdit la vente de cigarettes parce qu'ils étaient persuadés qu'elles provoquaient la tuberculose? Bien sûr, ils ont réalisé plus tard que ça n'avait aucun rapport. Listen while I tell you a story, the tale of the Marlboro brand. La riposte de l'industrie du tabac préfigure la stratégie de toutes les industries mises en cause plus tard dans le cas du cancer. D'abord minimiser les faits, puis au nom de l'incertitude scientifique, mettre en doute la validité des études. This is Dr. Samuel Epstein. He believes that the connection between the environment and the epidemic of cancer in our society is inescapable. La question de la prévention se limitait jusque-là aux comportements individuels. Samuel Epstein, dans un livre radical, veut l'élargir aux problèmes environnementaux dans leur ensemble. The problem isn't lack of information, the problem isn't lack of laws, but the problem is a massive failure to implement existing knowledge and existing information. And the reasons for this are frankly political and economic and not scientific. Durant les années 70-80, les gens étaient si impressionnés par les efforts qui étaient faits et par les sommes d'argent qui étaient versées au National Cancer Institute qu'il ne leur venait pas à l'esprit, pas plus qu'à l'esprit de beaucoup de scientifiques, que la prévention était laissée de côté. Mais comme le taux de cancer augmentait, en particulier chez les non-fumeurs, on a commencé à se poser des questions. Les médias s'emparent du sujet. Des enquêtes sont lancées, herbicides et pesticides sont sur la sellette. Un scandale attire les caméras dans le nord de l'État de New York. Ici, dans les années 50, un géant de l'électrochimie avait enfoui ses déchets dans un chenal appelé Love Canal. Le terrain a finalement été comblé, vendu pour $1. Une école est construite, ainsi que des lotissements. En 1977, diverses anomalies sont constatées. Cas de cancer chez les enfants fréquentant l'école, nombre élevé de malformations congénitales et de fausses couches parmi les habitants des lotissements. 82 produits chimiques sont découverts dans le sol. Une enquête est lancée, une commission sénatoriale constituée, dirigée par Edward Kennedy. Love Canal devient le symbole de ces années-là. I can't believe that people in power are doing nothing, and we are still there. I'm sick of being a guinea pig. I want out, test me later, but my God, get me out now and my kids. And we live and breathe this every day. I just want someone to do something and help us so we can end this tragedy and learn how to clean it up and set the precedents, because Love Canal is not last, it's first of many. De nombreuses études se préparent, les défenseurs de l'environnement ont le vent en poupe. Mais un cataclysme politique vient changer la donne. You ain't seen nothing yet. Ronald Reagan fait campagne. Partisan de nouveau libéralisme économique dur, il n'a de cesse de fustiger tout ce qui peut gêner la libre entreprise. Dans son collimateur, l'Agence de protection de l'environnement. I have spoken consistently against overregulation. Now you in the steel and the coal industry knows what it's like to deal with the EPA administrators who neither care about nor understand your industries. Those are the people that if they had their way, you and I would have to live in rabbit holes or birds' nests. Une fois élu, Reagan tiendra quelques-unes de ses promesses. Il réduit le budget de l'agence environnementale de 60%, coupe les crédits à de nombreux chercheurs, établit une liste noire des scientifiques à éliminer des circuits publics.
J'étais en haut de la liste avec un de mes amis, Matthew Meselton, d'Harvard. En face de mon nom et du sien, il était écrit « Épouvantable, à écarter à tout prix ». Alors, on m'a coupé les vivres. J'étais financé par le National Cancer Institute et par l'Institut des sciences environnementales. Toutes mes subventions ont été supprimées. Et je n'ai plus eu les moyens de faire de la recherche. Les années Reagan consacrent la déréglementation économique, érigent l'individu au centre du système. C'est dans ce contexte que Richard Doll et Richard Peto publient une étude sur les causes du cancer. Selon eux, le tabac est responsable de 30% des cancers, l'alcool de 12%, l'alimentation de 35%, les virus de 15%. La pollution et l'exposition professionnelle en sont réduites à 6% des cas. L'accent est donc mis sur la responsabilité individuelle. En même temps, le développement de nouvelles technologies pousse les laboratoires pharmaceutiques à investir le terrain du cancer, un secteur qui les intéressait peu jusque-là. Ils imposent alors leur communication et cherchent le premier candidat au titre de médicament miracle. Ce sera l'interféron. Puisque nous parlons santé, cette découverte qui va peut-être beaucoup aider les progrès de la science, peut être aussi importante que celle des antibiotiques, la synthèse artificielle de l'interféron. C'est une équipe internationale de chercheurs qui travaille à l'université. La découverte de l'interféron de synthèse serait aussi importante que celle des antibiotiques, nous dit-on. Les enjeux thérapeutiques et économiques sont considérables. Une course s'engage alors, celle de l'essai thérapeutique. La surprise vient de l'Université du Texas en janvier 81. Jordan Gutterman, un cancérologue réputé, annonce l'expérimentation d'interféron sur 16 cancéreux volontaires. 7 of those 16 patients in the initial study with pure synthetic interferon achieved regression of far advanced cancer, thus confirming that it was the interferon molecule, the leukocyte interferon molecule, that appeared to be responsible. La précipitation surprend, le mode de communication et une conférence de presse aussi. Gutterman est sous contrat avec 2 laboratoires, Hoffman et Genentech, qui lui fournissent le produit très coûteux. Les questions d'éthique sont évacuées, c'est à celui qui ira le plus vite, c'est à celui qui fera le miracle. Même les malades sont invités au banquet médiatique. Oh, I feel it's a miracle drug, and I hope it's available to the whole world eventually. C'est le début du star system, mais dans ce cas-là, c'est le cancer qui joue encore la star. Car la déception est à la mesure de l'emballement. En fait, l'interféron s'accompagne d'effets secondaires très toxiques et n'offrira de réponse intéressante que dans 2 cas de cancer. Loin du miracle espéré et des millions investis. L'interféron annonce ce que seront les années 80. Innovation, business, médiatisation. Les chercheurs japonais viennent de nous apporter un nouvel espoir dans le traitement du cancer. Donner un espoir à tous ceux qui souffrent du cancer du rein. Ce mal était considéré jusqu'à présent comme intraitable, il ne le serait plus. En médecine, on peut mettre au point des micromissiles biologiques. Tout aussi important, un nouveau traitement anticancéreux vient d'être expérimenté aux États-Unis. Si le National Cancer Institute avait déclaré « Nous avons remporté une victoire contre le cancer », les médias l'auraient cru. Qui était-il pour critiquer? Que connaissait-il de la science? Les autorités leur disaient que nous faisions de grands progrès, que nous étions en train de découvrir des remèdes magiques. Alors les médias relayaient. Dans toute guerre, certains aspirent à percer le front ennemi par des attaques intrépides, des manœuvres inattendues et soudaines, à brusquer le destin. Steven Rosenberg possède cet esprit de général révolutionnaire. Il n'a pas peur des coups de force, il est intuitif, rapide, aime les caméras. Ce brillant chirurgien du National Cancer Institute est surtout connu pour avoir opéré le cancer du président Reagan pendant l'été 1985 et pour avoir expérimenté des traitements aussi coûteux que sophistiqués. Things are going well, can't be going better. Great. We have a good treatment. As you know, we've seen some very dramatic. C'est grâce à des moyens de haute technologie que Rosenberg mène l'offensive. Et pour lui, en cette année 1989,
La bataille doit se livrer au centre même de la cellule. Les armes sont inédites, elles jouent avec l'intouchable, avec les secrets de l'identité biologique. Osera-t-il toucher aux gènes? Dix malades sont sélectionnés, ils n'ont que quelques mois à vivre, ils sont volontaires. Pour la première fois, nous avions les outils pour introduire des gènes étrangers dans les cellules et créer des cellules avec des propriétés qui n'avaient jamais existé dans toute l'histoire de l'évolution. Mais parce que ça n'avait jamais été fait, il y eut des débats et des manifestations pour empêcher l'expérimentation clinique. Il a fallu plus de 2 ans pour obtenir l'autorisation de faire la première expérimentation, pour modifier génétiquement un individu afin de traiter son cancer. Et ça a ouvert le champ de la thérapie génique. Dans les journaux du soir, lorsque l'on a annoncé que pour la première fois, des scientifiques avaient introduit des gènes étrangers dans un corps humain, ils ont montré des images du film Frankenstein. C'était un énorme malentendu. Mais la cellule cancéreuse recèle trop de gènes défaillants. Et malgré toutes les tentatives poursuivies sur de nombreuses années, la thérapie génique ne prouve pas son efficacité. « 20 ans après le lancement de la guerre contre le cancer par Nixon, après des milliards de dollars investis dans la recherche, le regard sur la maladie n'a pas vraiment changé. Quelques réussites spectaculaires dans des cancers autrefois fatals, comme les cancers des enfants, le cancer des testicules ou la maladie de Hodgkin, ne cachent pas l'échec de la course au traitement. Pourtant, comme dans toute guerre, le pessimisme et la déception ne se disent pas. Le discours officiel reste résolument optimiste. Actuellement, on en guérit 140 000. J'insiste sur les guérisons parce qu'on est toujours pessimiste, on insiste sur l'autre côté de la balance. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que les progrès sont réels, contrairement à ce que l'on dit, ils sont continus et nous allons petit à petit vers une situation très satisfaisante. Les cancérologues, ils ont tendance à en rajouter un petit peu, il faut bien dire, hein. Surtout à la télé. Alors, ceci dit, ma réflexion était quand même bonne. Bon, bien sûr, on dit on va guérir, on va faire des progrès, puis ensuite on dit ah bah oui, 5 ans après, c'est pas ce que vous avez dit. C'est vrai. Mais ça, c'est un petit peu vrai de toutes les... Alors, si on faisait cette critique aux politiques, qu'est-ce qu'il arriverait? Bien sûr, nous avons besoin d'espoir et d'optimisme. Nous avons besoin de nous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans ce monde, parce que sinon, nous perdrions courage et nous ne voudrions plus affronter ce problème difficile. Mais ça ne doit pas nous aveugler sur le fait que quelque chose s'est brisé, et gravement. J'ai cru ardemment, jeune interne, chef de clinique, que la révolution était là, les nouvelles drogues allaient apporter la guérison aux malades. C'était le début des années 80. La chimiothérapie à forte dose faisait son entrée dans le traitement des leucémies, des lymphomes. Il y avait des résultats qui étaient évidents. Et j'ai cru vraiment qu'on allait guérir la majorité des malades par ce genre de traitement. Au bout de quelques années, j'ai revu ces malades et beaucoup d'entre eux avaient rechuté. Et je me suis rendu compte que le progrès n'était peut-être pas aussi clair que ce que l'on nous racontait. Laurent Schwartz, après avoir terminé son internat à Harvard et quelques années de pratique aux États-Unis, est radiothérapeute à l'hôpital parisien La Pitié-Salpêtrière quand il écrit un livre décapant, Métastase, vérité sur le cancer. Il bouscule quelques idées reçues, ne craint pas les questions qui dérangent et ose employer le mot qui fâche, le mot échec. Mais Laurent Schwartz ne sait pas encore ce qu'il en coûte de briser la loi du silence. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique,
John Baylor, un éminent professeur, expert en statistique, qui travailla plus de 20 ans au National Cancer Institute, secoue la communauté des chercheurs. Il publie dans le prestigieux New England Journal of Medicine un article intitulé « Le cancer invaincu ». Qu'écrit Baylor? Que contrairement aux annonces faites par les autorités américaines, le taux de mortalité dû au cancer ne baisse pas, mais qu'il est 6% plus élevé en 1997 qu'en 1970. L'article fait l'effet d'une bombe. En 1986, nous avons conclu que 35 ans d'efforts intenses, dirigés essentiellement vers l'amélioration des traitements, devaient être qualifiés d'échecs. 12 ans plus tard, en 1997, avec plus de données et d'expérience, nous n'avons trouvé aucune raison de modifier ce jugement, bien qu'il y ait eu quelques progrès importants dans certains domaines. Quand John Baylor a le premier attiré notre attention dans un article qui a fait date, ce fut un tollé dans la communauté du cancer. Il a été traîné dans la boue. Des gens l'ont attaqué. On a mis en doute ses motivations, alors qu'il ne faisait qu'attirer notre attention sur le fait que les choses ne fonctionnaient pas. Toutes mes données venaient du National Cancer Institute. Je n'avais fait que les analyser. N'importe qui pouvait arriver à la même conclusion. Comment expliquer ce résultat? C'était toujours la même réponse. Il faut attendre, ça va venir. Très bientôt, il y aura de grands changements. Et nous attendons toujours. Et quand on compte, quand on calcule, quand on fait des statistiques, quand on essaie de comparer le comparable, qu'on ajuste à toutes les variables, l'augmentation de la population, son vieillissement, et ainsi de suite, il y a eu vraisemblablement des petits progrès, mais ils sont petits. On n'a pas vidé les centres anticancéreux. Ce que je vous raconte, ou ce que j'ai raconté dans mon livre, tout le monde le sait, ça n'a rien d'original au sens scientifique du terme. C'est simplement de l'avoir écrit qui est un peu original. Mais tout le monde partage ce type d'opinion. Ou en tout cas la majorité d'entre nous. Mais on vous l'a reproché quand même de l'avoir dit. On me l'a reproché. Je savais que la réaction serait très violente, oui. Mais je pensais que c'était quelque chose que je devais faire. Je n'aurais pas pu être en paix avec moi-même en gardant pour moi ce que je savais. Suite à la publication de son livre, Laurent Schwartz est licencié de l'hôpital, officiellement pour trouble au bon fonctionnement du service, et il ne devra sa réintégration qu'à un procès. Aujourd'hui, il partage son temps entre la radiothérapie à l'hôpital et la recherche à l'école polytechnique. John Baylor avait souligné dans son article que la prévention était à l'origine de la plus grande partie des progrès. La baisse de la mortalité du cancer du poumon, par exemple, est due à la baisse du tabagisme. Il recommande donc de réorienter massivement la politique de lutte contre le cancer vers la prévention. Mais il ne sera pas entendu. Alors que l'institution refuse d'écouter les voix discordantes, ils sont de plus en plus nombreux à vivre avec le cancer ou après le cancer. Ce sont eux qui vont demander des comptes à ceux qui nous promettaient des lendemains qui chantent. J'avais 39 ans lorsque j'ai senti une grosseur dans ma poitrine. J'ai vu mon médecin et il m'a prescrit une biopsie. Et puis il m'a appelé, il m'a annoncé au téléphone que j'avais un cancer. C'était en 1974. Rita Arditi était une jeune mère de famille, biologiste, et depuis 32 ans, elle s'accroche à la vie. Après l'ablation d'un sein, après 2 rechutes, des métastases aux poumons et à la gorge, après plusieurs rémissions, aujourd'hui c'est grâce à un traitement anti-hormonal, une pilule prise chaque jour, que Rita tient son cancer en respect. Je suis heureuse qu'ils trouvent de nouveaux traitements parce que je peux en profiter. Mais quand on regarde la situation dans son ensemble, on voit que toutes les recherches sont axées sur le traitement pour ceux qui sont déjà atteints du cancer ou pour une détection précoce.
En revanche, la recherche sur la prévention, qui devrait être au même niveau ou même plus, pour des millions de gens qui ne sont pas encore atteints du cancer, est totalement insuffisante. Les femmes se sont organisées les premières, comme ici à Boston. Rejetant le couteau, la brûlure et le poison, pour reprendre leurs termes, elles deviennent le visage et la voix d'un fléau invisible. I want to speak about breast cancer and the environment. I have breast cancer. My cancer is considered incurable because it has spread. Une question cruciale émerge alors. Elle tourne autour des causes de l'épidémie. More women are getting breast cancer than ever before, and we don't know why. Un film emblématique de ces années-là, Les filles de Rachel, est dominé par cette interrogation, en même temps qu'il témoigne d'un nouveau sentiment communautaire. Ayant fait des études de médecine, ma première question a été « Pourquoi c'est arrivé ?» On m'avait demandé de venir, habillée en noir, à la première manifestation de l'Association du Massachusetts contre le cancer du sein. On avait demandé à toutes les femmes qui avaient eu un cancer du sein de venir. Et j'ai eu l'impression de voir surgir une armée de femmes vêtues de noir. Nous pleurions toutes. Nous ne savions pas ce qui se passait. Mais brusquement, ce n'était plus une affaire personnelle. Ce n'était plus moi et mon cancer du sein. C'était toutes ces femmes, leurs familles, leurs compagnons, leurs enfants, leurs parents. Et c'était trop. Et je me suis dit, « Oh mon Dieu, il se passe quelque chose d'autre ici. Et ce n'est pas seulement de ma faute, ce n'est pas seulement de leur faute, c'est quelque chose qui nous échappe. » Une femme sur 20 avait un cancer du sein dans les années 60, une femme sur 10 dans les années 90, une femme sur 9 environ aujourd'hui. Pour expliquer cette aggravation, la réponse officielle reste d'un classicisme banal. Vieillissement de la population, dépistage précoce, évolution des comportements individuels. Mais vous êtes face à un facteur écrasant qui est l'âge de la première grossesse, qui est la baisse de la natalité, qui est le fait que les femmes n'allaitent plus leurs enfants, et qui est le fait qu'on utilise des produits cancérigènes qui sont les hormones substitutives. Parallèlement à ça, il peut y avoir d'autres facteurs qui vont jouer dans nos comportements, dans nos habitudes de vie, qui sont des comportements qui nous mettent encore plus à risque que par le passé pour avoir le cancer. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on accuse toujours la victime. Si vous avez un cancer, c'est votre faute. Vous êtes trop gros, vous avez trop mangé, trop fumé, vous avez eu trop de partenaires sexuels. Et là où nous n'avons pas fait du bon travail, c'est en ne prévenant pas les gens que l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils boivent, la nourriture qu'ils mangent sont aussi des facteurs de risque de cancer. Gosh, thanks for the warm welcome. Welcome to the White House. I'm glad you're here. Au sommet de l'État, on reste sourd à ces controverses et la ligne du discours reste la même. Augmentation des crédits pour la recherche du traitement et responsabilité individuelle. Medical science is helping cancer victims survive and helping survivors lead better lives. With exercise, nutrition, and changed behavior, we can reduce the chances of developing cancer. With well-funded research, we are pushing toward new cancer therapies and new cancer cures. The commitment of this nation is clear. We will win the fight against cancer. Alors que la hausse du prix des médicaments plombe le fonctionnement des hôpitaux engorgés par le nombre grandissant des malades, un nouvel équilibre des crédits entre prévention et traitement n'est toujours pas à l'ordre du jour. C'est la génétique qui concentre encore tous les espoirs et rafle les budgets. Bob Weinberg est un pionnier de la biologie moléculaire. Bob Weinberg traque les gènes du cancer, cherche les mutations dans l'immensité du génome.
tente de trouver une cohérence derrière la folie des cellules. Pour lui, il n'y a pas d'énigme de la vie qui ne trouve sa solution. C'est sans doute la plus grande découverte sur le cancer depuis ces dernières années. Une équipe de chercheurs américains est parvenue pour la première fois à reconstituer la cancérisation des cellules. Robert Weinberg se dit persuadé que les 10 premières années du siècle prochain nous apporteront des traitements auxquels les cancérologues du XXe siècle n'ont pas osé rêver. Été 1999. Le monde entier apprend que Bob Weinberg vient de mettre en place les dernières pièces du puzzle génétique du cancer. Souvenez-vous ce puzzle qu'avait entamé Dominique Stellin en 1976. Weinberg décrit pour la première fois les étapes génétiques qui transforment une cellule normale en cellule cancéreuse. Mais est-ce bien là la clé du traitement attendu? Quand nous avons créé ces cellules, nous espérions qu'elles constitueraient un modèle qui nous permettrait de comprendre comment les cellules humaines deviennent malignes. Si nous pouvons comprendre les 5 modifications essentielles, peut-être y en a-t-il 6 ou 7, alors nous pouvons commencer à envisager quelles cibles les médicaments doivent attaquer au sein des cellules cancéreuses pour les transformer en cellules normales, ou pour être plus réaliste, pour détruire ces cellules cancéreuses. Émergent peu à peu les contours de l'arme suprême, la frappe chirurgicale, le traitement ciblé. Il s'agit de réaliser ce que la thérapie génique n'a pas su faire, ne s'attaquer qu'aux gènes défaillants. Et cette fois, grâce à des médicaments. Mais ces médicaments restent encore à mettre au point. Les avancées théoriques et les belles démonstrations en 3 dimensions ne garantissent pas la réussite. Par sa complexité même, la génétique du cancer reste un terrain miné par les déceptions successives. La pensée génétique est devenue, dans les années 70-80, avec le triomphe, la beauté du modèle oncogène cellulaire, il y a des gènes dans les cellules qui sont prêtes à devenir cancéreuses, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton. Cette pensée-là est une pensée fausse, je crois aujourd'hui, fausse dans la pensée, fausse dans l'utilisation opératoire, dans les fruits qu'elle a donnés pour le traitement, et fausse pour l'épidémiologie, parce que malgré cette compréhension extrêmement réductive, il se trouve que ça ne marche pas pour l'instant et que c'est un rêve de scientiste. From our studios in New York City, this is Charlie Rose. Si l'article de Clifton Leaf évoque les mirages de la génétique, il pointe aussi les pressions économiques qui guident les directions de recherche, ainsi que la guerre que se livrent les différents chercheurs. Les médias relaient, la télévision amplifie, les chefs d'état-major comme Harold Varmus, prix Nobel, ou Andrew von Eschenbach, le président du National Cancer Institute, doivent s'expliquer et admettre les critiques. I would say that we are not anywhere near winning the war, and I think that we're in danger of having the wrong strategy to the point where we're losing. One of the real revelations in the cancer. Une des révélations de cet article était le peu de recherche qui était faite sur le processus de la métastase. Ça m'a choqué de constater que seulement 1% de l'argent de la recherche allait à l'étude des métastases, alors qu'elles sont responsables de 90% des décès des patients cancéreux. Alors j'ai voulu savoir pourquoi. La meilleure réponse que j'ai pu obtenir en discutant avec des chercheurs est que c'est un problème trop difficile, qu'il implique des facteurs que nous ne connaissons pas encore. Il est évident qu'à partir du moment où on fait ce constat, c'est ce que je dis, nous sommes aujourd'hui dans une impasse des recherches thérapeutiques, et donc il n'y a qu'une seule solution, c'est la précaution et la prévention, c'est-à-dire éviter de faire un cancer. Il n'y a pas d'important groupe de pression pour la prévention du cancer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont reconnaissants de ne pas avoir le cancer. En revanche, il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants parce que leur cancer a été traité avec succès. Et je pense que cela explique un bon nombre de nos problèmes. On ne saura jamais qui aurait pu avoir un cancer, mais ne l'a pas eu grâce à une action de prévention. Les déclarations de victoire ne parviennent pas à tordre les courbes statistiques. Comme aux États-Unis, les chiffres du cancer en France sont alarmants.
66% de nouveaux cas en 20 ans, 33% en tenant compte de l'allongement de la durée de vie. Une étude récente du Centre international de recherche contre le cancer montre un accroissement de 30% des cancers de l'enfant en Europe pendant les 30 dernières années, soit 1% de plus par an. Dominique Bellepomme, cancérologue depuis plus de 35 ans, acteur passionné de cette guerre, a cru longtemps à la découverte du traitement. Mais dans les cabinets de consultation, les belles histoires de guérison côtoient trop souvent les mauvaises nouvelles. Moi, toute seule, je peux pas. Posez vos lunettes. Je voudrais que vous fassiez comme ça avec vos mains, là. Très fort. Vous allez écarter les doigts très fort. Très fort, très fort. Bon. Il n'y a pas de signe de la main creuse. D'accord. Bon. Aujourd'hui, le docteur Bellepomme est convaincu que les causes de l'épidémie sont environnementales. Qu'au tabac, à l'alcool et au soleil s'ajoutent toutes sortes de pollutions liées à l'introduction de milliers de molécules chimiques dans l'environnement depuis 50 ans. En mai 2004, il organise à l'UNESCO une conférence où sera lancé l'appel de Paris. Son but, interpeller la société civile et les politiques. À lier personnellement le cancer à l'environnement. Il faut aussi agir et prévenir. The more money you spend on cancer, the more cancer you get. How is that? En janvier 2006, l'appel de Paris avait déjà recueilli plus de 150 000 signatures, dont celle de 2 prix Nobel. Le comité permanent de médecins européens, qui représente plus de 2 millions de praticiens, s'est également engagé sur les principes de l'appel de Paris. Mais le nombre et la qualité des signataires n'ébranlent pas les institutions. Ma réponse est très courte, foutaise ou fadaise, comme vous voudrez. Non, je crois qu'il n'y a rien qui permette de dire à l'heure actuelle que l'environnement joue un rôle notable. Je ne dis pas que l'environnement joue un rôle nul. Il joue un rôle, mais un rôle qui est relativement très modeste. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas dire une chose pareille quand on voit les résultats de la montée, si vous voulez, de l'incidence. L'idée qu'un grand nombre de cancers soit dû à la pollution de l'environnement est tout simplement absurde. Regardez-moi, je suis un scientifique. Je me documente, je fais moi-même de la recherche, je ne fais pas de déclarations intempestives. J'essaie de fonder mes propos sur un savoir scientifique ou des analogies scientifiques. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est une tentative pour donner des bases scientifiques à la politique de prévention. Professeur de santé publique, Richard Clapp a conduit de nombreuses études épidémiologiques. L'épidémiologie tente d'établir des liens entre certaines conditions de vie et la survenue de cancers, et repère les groupes d'individus les plus touchés. Cette science n'est pas nouvelle. Presque 2 siècles avant les débuts de la biologie moléculaire, un médecin anglais avait fait une observation cruciale. Interrogeant un groupe d'hommes qui avaient un taux de cancer du scrotum particulièrement élevé, il se rendit compte que la plupart d'entre eux avaient été ramoneurs dans leur enfance. Le trait de génie de ce médecin a été de relier les 2 événements. L'exposition à une substance comme la suie peut induire un cancer, et celui-ci peut apparaître bien plus tard. L'étude des cancers professionnels a jeté les bases scientifiques du lien entre cancer et environnement. À tous ceux qui minimisent ce lien, l'exemple de l'amiante apporte un démenti tragique. C'est l'histoire d'un aveuglement qui s'est prolongé en dépit des preuves scientifiques. L'amiante, les industriels américains ont commencé à s'intéresser de très près à son caractère cancérogène avec des expérimentations animales qui sont le seul moyen de savoir. Et ils avaient des certitudes dès effectivement la fin des années 40, mais ils n'ont absolument rien dit, si vous voulez. Ils ont empêché toute publication de ces études et nous n'avons eu connaissance de ces études que récemment à travers des procès. Pendant longtemps, l'amiante, comme la catégorie des cancers professionnels, restera la face cachée de la prévention. Les ouvriers mouraient de mésothéliome, un cancer du poumon induit par la poussière d'amiante, dans une indifférence quasi générale. Déjà dans les années 70, comme ici chez Johns Manville, aux États-Unis,
Les ouvriers en grève luttaient pour que leur cancer soit reconnu maladie professionnelle. Ils protestaient contre le silence des médecins du travail. Je ne vois pas ce que nous, cancérologues, pouvions aller faire. Il aurait fallu aller dans les chantiers navals et dire aux gens voilà la façon dont il faut manipuler. C'est qu'en réalité, l'amiante, c'était quelque chose d'indispensable à une époque à l'industrie et que les lobbying, et on s'est bouché les oreilles et puis c'est tout. Mensonges, manipulations, voire intimidation, les industriels du secteur se sont battus jusqu'au bout. Ils ont imposé le plus longtemps possible la poursuite de l'utilisation de l'amiante. D'ici 2025, la France attend entre 50 000 et 100 000 morts. Fallait-il ces prévisions alarmantes pour provoquer la prise de décision politique? Finalement, c'est en 1997, soit 40 ans après la première preuve de sa nocivité, que l'amiante est interdit en France, puis dans l'Union européenne. Dans cette suite de rendez-vous ratés, on remarquera l'absence de la communauté du cancer. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que moins d'1 an avant l'interdiction, l'Académie de médecine, dans son rapport du 30 avril 1996, minimisait les dangers de l'amiante. Je pense qu'il est très important que les gens sachent que ni leur santé, ni le fait que le gouvernement protège leur santé ne sont garantis. Le gouvernement subit beaucoup de pression et certaines d'entre elles viennent clairement des industriels. Il ne suffit pas qu'une idée soit bonne pour qu'elle soit mise en pratique. La solution à quelques questions essentielles viendra peut-être de chercheurs engagés sur des voies de traverse. Comment expliquer l'augmentation des cancers du sein, de la prostate, des testicules? Ces cancers ne sont pas directement liés au tabac, ils sont liés à la production d'hormones dans le corps, donc au système endocrinien. C'est ici, à Boston, dans le laboratoire de Carlos Sonnenschein et d'Anna Soto, qu'a germé une des hypothèses scientifiques les plus audacieuses de ces dernières années, celle des perturbateurs endocriniens. Lors d'une manipulation banale, les biologistes ont constaté que les cellules cancéreuses proliféraient dans une de leurs boîtes de culture. Comment expliquer ce phénomène? Il aura fallu des mois de recherche pour trouver la clé de l'énigme. La contamination venait d'un tube en plastique. Le plastique était fabriqué avec un composant qui agissait comme des hormones féminines, des estrogènes produites normalement par les ovaires, et ces hormones étaient responsables de la prolifération des cellules cancéreuses. Comment se fait-il qu'il y ait des estrogènes dans le plastique? Qu'est-ce que ça signifie? Notre première réaction a été la surprise. Ensuite, nous avons immédiatement pensé aux conséquences de cette découverte. Par exemple, si l'estrogène est présent dans le plastique d'un tube de laboratoire, il pourrait l'être aussi dans un biberon. Et si c'est le cas, ça signifie que les bébés sont exposés aux hormones. Soto et Sonnenschein ont testé des composants présents dans une 50aine de produits d'usage courant. Toutes sortes de plastiques, d'emballages, de produits détergents, de pesticides ou d'herbicides. Ils ont trouvé là aussi des composants qui agissaient comme des hormones, des perturbateurs endocriniens. À faible dose, certes, mais Soto et Sonnenschein pensent que la dose est moins déterminante que le moment et la durée d'exposition. Ils ont alors soumis des souris en gestation, donc leur fœtus, à des faibles doses d'estrogène. Surprise, les glandes mammaires de leurs petits présentent de nombreuses altérations qui préfigurent peut-être des dommages plus importants à l'âge adulte. C'est comme si vous aviez été exposé à quelque chose lorsque vous étiez bébé et que les effets apparaissaient 30 ou 40 ans plus tard. Alors vous commencez à vous poser des questions. Cela ne vous donne pas de réponse, mais davantage de questions. Par exemple, si les glandes mammaires sont ainsi modifiées, est-ce que ça pourrait augmenter le risque de cancer du sein? Nous ne sommes pas en train de prouver qu'une chose est la cause et une autre l'effet.
Mais cela renforce une hypothèse qu'il faut vérifier. Est-ce que les estrogènes chimiques introduits dans l'environnement ces 50 dernières années sont la cause de l'augmentation soudaine des cancers du sein? Personne n'explique non plus la hausse du nombre des cancers chez les enfants. L'exposition de la mère pendant la grossesse ou de l'enfant dans ses tout premiers mois à des faibles doses d'estrogènes ou à des cancérigènes offre une piste d'étude possible. Si vous avez des faibles doses, vous ne verrez rien. Et ce que souvent de mes collègues ne comprennent pas, c'est qu'il y a sommation de ces doses. C'est-à-dire que vous avez addition de petites doses, une petite dose de radiation, une petite exposition à un facteur chimique, quelque chose qui vient d'alimentation, etc. Donc tout ceci s'ajoute pour créer un champ oxydant. Et c'est la totalité de ce champ qui va causer des dommages et créer peut-être l'émergence de cancer. Une des plus grosses difficultés pour étudier et comprendre l'impact sur la santé des polluants présents dans l'environnement, c'est le manque relatif de financement et de chercheurs affectés à ce domaine. Mais comment mesurer l'effet des nouvelles molécules si les moyens de mesure eux-mêmes font défaut? La toxicologie qui permettrait cette étude est une discipline sinistrée. Les laboratoires ferment les uns après les autres. L'épidémiologie n'est pas mieux lotie. Les études qui doivent s'étendre sur de nombreuses années sont peu financées. Les registres pour calculer le nombre de cas de cancer font défaut. Les données ne sont pas analysées. Ce qui est choquant, c'est le peu de moyens donnés à l'épidémiologie du cancer pour essayer d'établir qui est atteint du cancer et où, pourquoi, quand, quels sont les facteurs qui entrent en jeu. Quand on y pense, Amazon.com, un site de librairie sur Internet, en sait probablement plus que la communauté du cancer sur votre style de vie, vos habitudes ou vos comportements. Les chercheurs n'ont aucune idée de qui va développer un cancer et pourquoi. Si les chiffres de la mortalité, par exemple, sont connus, les disparités géographiques ne sont pas expliquées. La mortalité par cancer est 50% plus élevée dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en Midi-Pyrénées. Il serait intéressant de comprendre pourquoi. On ne le saura pas car les études ne sont pas faites, faute de moyens, donc de volonté politique. Ce qui domine chez les politiques, c'est attention, si jamais on se met à mettre en cause telle ou telle molécule, on risque de mettre en cause l'emploi, on risque de perdre des voix aux élections, et donc on ne fait rien. Donc, si vous voulez, l'électoralisme d'un côté et la recherche du profit de l'autre font que finalement, effectivement, la prévention, qui est l'arme essentielle, est une arme qu'on refuse d'utiliser. Le cancer est autant un problème de santé qu'un problème de société. Nous ne progresserons que si nous savons mettre au service... En France, le plan cancer annoncé en 2003 est un premier pas dans la prise de conscience politique de l'ampleur du fléau. Personne ne contestera le bienfait de nombreuses mesures. Extension de la lutte contre le tabagisme, extension à tout le pays du dépistage organisé du cancer du sein, coordination et égalité d'accès aux soins, prise en compte des besoins psychologiques et sociaux des malades. Pourtant, dans l'octroi de nouveaux crédits pour la recherche, pourquoi ne pas avoir mis en avant l'épidémiologie et la toxicologie? Enfin, l'objectif du plan faire baisser en 5 ans de 20% la mortalité due au cancer est peu réaliste. Now is the time to bolster our efforts. We will increase funding at the National Institutes of Health by $2.8 billion in 2002. À la Maison-Blanche, nouveaux crédits et vœux pieux sont les deux piliers de la politique de santé publique. I hope, I believe, and I pray that we are on the verge of great victories against cancer. I'm a survivor. I won't let it get the best of me. I try my very best to be that strong. Quand les chercheurs, en dépit des obstacles, parviennent à lancer leurs études, ils se heurtent bien souvent à des intérêts économiques. Don Weigel a longtemps travaillé à Santé Canada, responsable d'études sur les effets du tabac ou des pesticides. À l'image de ses collègues partout dans le monde,
il a subi des pressions. Les moyens sont multiples, des plus grossiers aux plus subtils. Interdiction de publier, chantage à l'emploi, tentative de déstabilisation. Exemple classique, l'entreprise mise en cause obtient par des complicités l'étude gênante avant sa publication et paye un universitaire connu pour en faire la critique. À la fin des années 80, nous avons découvert que les fermiers canadiens présentaient un risque accru de lymphome malin non-hodgkinien et que ce risque était lié à la quantité d'herbicides qu'ils utilisaient dans leurs fermes. Nous avons donc rédigé un article, mais avant même de l'avoir envoyé pour publication, j'ai reçu une enveloppe anonyme dans laquelle se trouvait une lettre écrite par un professeur de Harvard au fabricant de l'herbicide Dow Chemical. Il s'agissait d'une critique de quelques pages sur notre article, non encore publié. J'étais stupéfait et choqué. Il ne m'était jamais rien arrivé de tel. Mais très vite, j'ai été furieux aussi et inquiet parce que j'ignorais qui avait pu faire passer l'article à Dow Chemical. Et je l'ignore encore aujourd'hui. Les pressions s'exercent tout aussi bien des deux côtés de l'Atlantique. André Cicolella a été débarqué de l'Institut national de recherche et de sécurité. C'était en 1994, à la veille d'un congrès international qu'il avait organisé sur les dangers des éthers de glycol, un composant qu'on retrouve dans toutes sortes de solvants. On n'est pas de protection quand on est effectivement dans ce domaine en train de mettre en évidence des effets et d'être soumis à des pressions directes et indirectes. Oui. Vous avez subi des pressions Mais ça, c'en est une. J'ai perdu mon emploi quand même. J'étais là depuis une vingtaine d'années. J'avais mené, je pense, avec succès cette opération et la récompense a été de me retrouver à la fin du mois sans salaire. Il y a trop de rapports de force et de pouvoir dans la biologie pour qu'on arrête de faire semblant qu'il n'y en aurait pas. Ça suffit de faire comme si c'était un endroit pur de conflit d'intérêts et de pouvoir. C'est un endroit politiquement extrêmement brutal. C'est un endroit qui n'est pas du tout civilisé. C'est un endroit où les gens sont capables d'enfermer leurs collaborateurs pendant 15 jours, pendant qu'ils vont faire le rapport, en lui piquant le passeport s'il est pakistanais. Il y a plein d'exemples comme ça. Il faut arrêter l'angélisme de la science. La prévention ne rapporte pas d'argent. Elle n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique. Démonstration éclatante au congrès annuel de l'ASCO, l'Association américaine de cancérologie. 28 000 participants du monde entier viennent écouter près de 1000 conférences pendant 5 jours. 1000 conférences axées sur le traitement. Dernière nouveauté, essai thérapeutique, les communications sont pilotées par les laboratoires qui en contrôlent le contenu. Un gain de 2 ou 3 mois de survie y est annoncé comme une avancée remarquable. On l'aura compris, les vraies révolutions sont rares. Elles sont saluées comme il se doit. Brian Drucker, médecin à l'université de Portland, a été acclamé comme un héros un jour de mai 2001, quand il annonça l'arrivée du médicament miracle auquel plus personne ne croyait. It's been a day of big moves in Washington that will have a major impact on millions of lives, with an astonishing development in the treatment of a rare form of leukemia, a single pill that could lead the way to the future treatment of many other forms. Un médicament miracle, le Glivec, c'est son nom, vient d'être testé avec succès contre 2 types de rumeurs rares. Plusieurs milliers de personnes ont offert une ovation à l'homme qui venait leur proclamer l'avènement du premier traitement ciblé efficace, le Glivec. Le Glivec n'agit que sur une forme rare de leucémie. Il s'adresse donc à un nombre restreint de malades. Mais après des années de marasme et de déception, il est devenu l'exemple à suivre. Au lieu de lâcher une bombe nucléaire sur un patient, c'est un missile de croisière.
qui va directement au cœur de la cellule cancéreuse. C'est une bombe intelligente. Le Glivec est une pilule efficace qui ne provoque pas d'effets secondaires. On comprend l'avantage pour les patients. Mais cette pilule, il faut la prendre chaque jour, à vie, sinon le cancer redémarre. Et le traitement coûte environ 2 000 € par mois. On comprend l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Les investissements sont considérables, les enjeux économiques majeurs. Mais surtout, ne vous avisez pas de montrer cela. With an ASCO staff person, there are no cameras on the floor, so you need to remove the camera. Let's see, we could go, I see people down there, we can go see what's, there's other stuff. En 5 jours de congrès, le service de presse nous accorde 1 heure de tournage, pas plus, en compagnie d'une hôtesse qui nous promène le long de couloirs vides. L'ASCO est un peu comme le Festival de Cannes. Tout le monde peut filmer les paillettes et répandre les bonnes nouvelles, mais le business y reste une affaire privée. Personne ne vous dira là que les chiffres d'affaires liés au traitement anticancéreux sera multiplié par 2 entre 2004 et 2007. Nous dépensons de plus en plus d'argent en traitement, en recherche. Il faudra bien que quelqu'un paie la note. Et nos sociétés industrielles vieillissent. Nous entrons dans une zone rouge. Il y aura de plus en plus de gens atteints par le cancer et qui en mourront. Et nous n'y sommes pas préparés. Le Glivec rapporte déjà plus d'1 milliard de dollars par an. Les thérapies ciblées apparaissent comme le nouvel Eldorado dans cet énorme marché qui est devenu le cancer. Et peu à peu, un nouveau but se profile, transformer le cancer en maladie chronique. Prenez l'hypertension artérielle, vous êtes hypertendu, vous ne guérirez jamais de votre hypertension. Mais à condition de prendre tous les jours un médicament, un antihypertenseur, votre tension sera normale. Eh bien, un jour, ce sera pareil pour le cancer. On pense aujourd'hui qu'on n'est peut-être pas obligé de dire on guérit un cancer, mais si on arrive à le stabiliser pendant 70 ans ou même 40 ans, eh bien, les gens vont mourir d'autre chose. Depuis le début de la guerre, les connaissances se sont accumulées. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'analyse des millions de molécules lancées dans l'environnement. La cartographie du cancer n'est pas faite. C'est le gène que l'on s'obstine à décrypter. Cette fuite vers l'infiniment petit n'est-elle pas le symptôme d'une société qui évite de se regarder elle-même ? Pendant ce temps, la guerre se poursuit. Le cancer deviendrait une maladie chronique au péril des régimes de santé publique. Mais tous les généraux le savent. Pour continuer la guerre, il faut savoir faire une bonne propagande. Pourquoi n'avons-nous pas dit en 1980 que nous n'avions aucune idée de quand ces découvertes fondamentales conduiraient à la guérison? C'est très simple. Si nous l'avions fait, les gens auraient dit « alors laissons tout tomber ». Et où en serions-nous en 2005? Exactement là où nous en étions en 1975. Il faut parfois raconter de belles histoires pour que les choses continuent à avancer. Est-ce que je me sens coupable d'avoir raconté une belle histoire en 1980? Absolument pas. C'était justifié parce que nous avions réalisé que les gens auraient besoin de patience. Je suis un survivant du cancer. Je suis donc la preuve vivante de ce que la science et la médecine peuvent faire. Dans une certaine mesure, c'est donc scandaleux de ma part de critiquer ceux qui m'ont sauvé la vie. Mais en fin de compte, j'ai réalisé que je le fais surtout pour ma fille Sophia. Elle a 1 an, vous savez.
Je ne veux pas qu'elle grandisse dans un monde où elle aura peur d'avoir un cancer du sein, des ovaires, ces maladies terribles qui vous rongent de l'intérieur. Je ne peux pas imaginer ça pour elle. Alors je pense que nous allons tous devoir nous y mettre maintenant pour changer ce système qui ne fonctionne pas.